Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tournée complètement en mode impro parce que je ne suis pas du tout dans mon studio à Paris. Je suis un week-end mais j'avais très envie de réagir à une information, à une actualité du domaine de la santé qui fait énormément parler d'elle ces derniers jours. Vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, je vais parler de l'affaire Sainte-Soline, au cours de laquelle les secours auraient été bloqués par les forces de l'ordre. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérémy, je suis infirmier anesthésiste au SAMU et je suis formé au secours en situation exceptionnelle. Attention, gros disclaimer d'entrée de jeu dans cette vidéo. Dans cette affaire de secours bloqué à Sainte-Soline, il y a énormément de personnes qui sont biaisées par leurs affects, par leurs émotions et liées au climat actuel de manifestation en France. Personnellement, dans cette vidéo, je me lave, je me purifie de toute idée politique. Je ne suis ni du côté des manifestants, ni du côté des forces de l'ordre. Je suis ici uniquement pour parler d'un sujet que je maîtrise, c'est-à-dire l'organisation de la chaîne de secours, peu importe la situation. Je n'étais moi-même pas sur place, je ne suis pas un témoin direct, j'ai donc à ma disposition les mêmes éléments que les journalistes. La différence, c'est l'interprétation que je vais faire de ces faits avéré en lien avec mes connaissances de mon milieu professionnel. Reprenons les faits dans l'ordre chronologique. Je ne reviendrai pas sur les raisons de cette manifestation parce qu'encore une fois, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais c'est une manifestation qui a regroupé des milliers de manifestants et des milliers de membres de forces de l'ordre dans des champs et qui a été le lieu de violences extrêmement violents. Dans les manifestants se trouvaient des membres de la Ligue des droits de l'homme, qu'on va abréger LDH dans cette vidéo, ainsi que des secouristes et un médecin urgentiste qui a relaté ce qu'il a vu et ce qu'il a fait. Justement, les faits qui nous intéressent, parlons-en en quelques mots. Un manifestant aurait reçu dans la figure une grenade de désencerclement qui lui aurait causé un traumatisme crânien sévère puisqu'il présentait un coma profond d'emblée, décrit par ce fameux médecin urgentiste dans la presse. Ce médecin témoigne avoir été en ligne avec le SAMU qui aurait dit que les moyens de secours étaient bloqués par les forces de l'ordre et qu'il ne pouvait pas accéder au site et donc à la victime en urgence vitale. Voilà le cœur du débat. Des forces de l'ordre auraient bloqué les secours, auraient empêché le SMUR, c'est-à-dire l'équipe d'intervention du SAMU, l'équipe médicale, d'accéder à la victime en urgence vitale qui avait besoin de soins le plus rapidement possible. Depuis quelques jours, cette nouvelle enflamme médias et réseaux sociaux, attisant encore un peu plus les flammes qui brûlent la France actuellement avec les différents affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. On a entendu que le SAMU a refusé d'intervenir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les forces de l'ordre ont réellement bloqué les secours? Les enregistrements téléphoniques des échanges entre les membres de LDH et le SAMU sont très clairs. Le SAMU n'a pas eu l'autorisation de faire pénétrer des dispositifs de secours à l'intérieur de la zone de la manifestation. Les secours sont sur place, il y a même un directeur médical de crise puisqu'on sait que potentiellement il va y avoir plusieurs victimes à prendre en charge, il y a donc une équipe médicale complète, mais elles n'ont pas l'autorisation de pénétrer sur les lieux de la manifestation. Mais l'autorisation de qui? Eh bien du commandant opérationnel sur place, c'est-à-dire du commandement des forces de l'ordre. Mais alors pourquoi le SAMU est sous les ordres des forces de l'ordre dans ce cas précis? Je vous explique. En cas de situation exceptionnelle impliquant un danger immédiat comme des attentats, un incendie, un risque explosif ou une explosion récente, un risque d'effondrement, un risque chimique, des violences en cours, des fumées toxiques, on distingue 3 zones bien distinctes. La zone de contact, là où se déroule l'événement, la zone où seul le personnel habilité peut pénétrer, en l'occurrence les forces de l'ordre équipées. Ensuite, on a une zone dite de guerre, c'est-à-dire un peu plus éloignée du zone de conflit, mais dans laquelle les secours ne peuvent toujours pas pénétrer. Dans cette zone, les victimes peuvent transiter vers l'extérieur. Vient ensuite la zone de reprise, où les équipes médicales peuvent venir chercher une victime et ne peuvent pas rester, ne peuvent pas stationner. Il faut qu'elles évacuent en dehors de cette zone de reprise. Lorsque ces zones sont délimitées, le SAMU n'a pas du tout la main et ne doit surtout pas envoyer des équipes à l'intérieur de ces zones sous tension. Les équipes du SAMU et les pompiers, en dehors de Paris et Marseille, sont des civils. On n'envoie pas de civils dans une zone où le danger n'est pas éliminé. C'est la base même du secourisme. Un secouriste blessé est un secouriste inutile. S'il existe un quelconque danger ou un risque potentiel, les équipes médicales n'interviendront pas dans cette zone, même s'il y a une urgence vitale. De même que les militaires, au final, tout le monde fait ça. Les militaires utilisent l'algorithme Safe March Ryan et les premières lettres correspondent à Stop the Burning Process, c'est-à-dire éliminer
le danger. Donc c'était tout à fait normal que le SAMU n'intervienne pas s'il restait un danger potentiel, une exposition à un danger potentiel des équipes médicales. Mais est-ce que la zone n'était vraiment pas sécurisée? C'est là que le débat fait rage. Les membres de LDH disent que si la zone était sécurisée, il n'y avait plus de conflit à ce moment-là. Mais est-ce qu'ils parlaient du même endroit? La zone était très grande. Est-ce que les forces de l'ordre ont fait du zèle en mettant un périmètre immense alors qu'en fait il s'agissait d'une petite zone où il y avait encore des conflits importants qui auraient pu mettre les équipes médicales en danger? Les forces de l'ordre ont-elles mis une zone d'exclusion trop grande, trop importante? Est-ce que les équipes d'LDH sous-estimaient ce risque? À ce moment-là, le commandement opérationnel sur place des forces de l'ordre estime que le risque est trop élevé pour que le SAMU intervienne. Le SAMU n'a pas à discuter. Il faut savoir que les équipes de secours et les forces de l'ordre travaillent quotidiennement ensemble, main dans la main, et se font confiance. Il y a une relation de confiance au-delà d'y avoir une relation d'autorité. Chacun respecte les compétences et les champs d'action de l'autre. Si une équipe du SAMU a besoin de se faire escorter par des motards de police pour qu'on leur ouvre la voie, la police ne discute pas et nous envoie des moyens. Si une équipe du SAMU se retrouve en difficulté et a besoin d'une équipe d'intervention rapidement, les forces de l'ordre interviennent sans discuter. Le SAMU décide de la prise en charge une fois qu'ils ont atteint la victime. À l'inverse, si les forces de l'ordre estiment que la sécurité n'est pas assurée pour les équipes du SMUR, les équipes écoutent et restent en dehors de la zone. Et ça, peu importe le contexte. Les experts de la sécurité ne sont pas les équipes du SAMU, ce sont les forces de l'ordre. Et LDH, pas plus que moi, pas plus que l'individu lambda dans la rue, n'a les compétences ni les connaissances pour juger si jamais les forces de l'ordre ont fait du zèle en justement mettant une zone d'exclusion trop importante, en maintenant la restriction des équipes médicales pendant un certain temps, ce qui a entraîné le ralentissement de la prise en charge de cette victime en urgence vitale. Ni moi, ni aucune personne sur Internet ne peut se permettre de déterminer si jamais la décision des forces de l'ordre était la bonne ou non. Il y aura bien évidemment une enquête, surtout que ça a été très médiatisé, mais en attendant, ce serait bien de ne pas enflammer le débat. Sur le papier, il s'agit d'une procédure normale, et c'est normal que les équipes médicales n'aillent pas à l'échafaud si jamais il y a le moindre risque pour elles. Une équipe médicale n'interviendra jamais si la totalité des flammes n'ont pas été éteintes, par exemple. C'est un exemple tout bête, mais il y a 1 milliard de choses comme ça auxquelles on ne pense pas. Mais c'est ce qu'ont dit les équipes sur place, et c'est ce qu'a dit aussi le médecin régulateur, c'est que les forces de l'ordre me disent de ne pas intervenir, je ne vais pas aller risquer ma peau, alors que même si jamais je me blessais, je ne serais plus utile pour cette victime en urgence vitale. Se pose aussi la question de est-ce qu'au contraire les forces de l'ordre n'auraient pas dû extraire la victime vers une zone sécurisée? Tout ça, ce sont des éléments et des spéculations qu'on peut faire pendant des heures et ça ne sert à rien. Donc attendons les résultats de l'enquête et arrêtons de jeter la pierre de temps en temps au SAMU, ensuite aux forces de l'ordre et même parfois aux manifestants qui se trouvent actuellement entre la vie et la mort parce qu'il a eu la mauvaise idée de venir à cette manifestation. Pour l'instant, on n'a pas tous les éléments, donc ne tirons pas de conclusions hâtives. Encore une fois, le but de cette vidéo n'est pas de porter de jugement, vous l'avez bien compris, je fais que le répéter, c'était simplement pour expliquer comment fonctionne habituellement l'organisation des secours dans des situations où potentiellement il peut y avoir un danger pour les équipes médicales. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine. Salut!